Avant de commencer, je tiens à rassurer toutes celles et ceux présentes dans cette pièce. Malgré notre proximité avec la montagne et les sports d'hiver, cette conférence n'a absolument aucun lien, ni de près ni de loin, avec cette personne. Bonjour Grenoble. Oh là, 17h, fin de journée, fin de conférence, on va la refaire. Bonjour Grenoble. À cette heure-ci, on dit bonsoir normalement, mais bon. Alors, je m'appelle Antoine, je suis ravi, je fais partie du contingent lillois qui est venu repeupler Grenoble pendant 2 jours. Rassurez-vous, on s'en va demain. Voilà, je suis coach agile, je fais partie d'une société dont je suis très fier de faire partie, qui est engagée, qui s'appelle North6. Et je remercie également les sponsors, sans qui cette conférence ne pourrait pas avoir lieu. Alors, c'était comment cette journée à Agile Grenoble? Qui dans la salle va être confronté à cette question à main levée, que ce soit par la famille, des collègues, des amis, d'ici les 2 ou 3 prochains jours? Ça me rassure. Alors, c'était comment? Cette question, on y est confronté presque quotidiennement. Qu'il s'agisse du dernier atelier, qu'il s'agisse d'un repas de famille, d'un after-work, qu'il s'agisse d'un projet qui a duré 1 an. Alors, c'était comment? À votre avis, qu'est-ce qui influe sur la réponse que vous pouvez amener à cette question? Est-ce que finalement c'est votre ressenti pendant l'expérience que vous avez vécue? Ou alors est-ce que c'est le souvenir que vous en gardez? Est-ce qu'on est parfaitement objectif dans le souvenir que nous gardons de notre expérience? Est-ce que celui-ci reflète parfaitement le ressenti qu'on a eu pendant l'expérience à l'instant T? Parce que finalement, le souvenir, l'expérience, elle est éphémère, elle est instantanée. C'est le souvenir qui demeure. Cette question, elle a beaucoup intrigué un homme qui s'appelle Daniel Kahneman. Pour vous situer un petit peu le personnage, Daniel Kahneman, il parle, sa plus célèbre citation, c'est ça, c'est « Notre conviction profonde que le monde a un sens reste », alors je vous la simplifie, mais finalement, dans histoire de ne pas dire de bêtises. Ouais, je l'avais noté quelque part. Ok, repose sur une base solide notre capacité presque illimitée à ignorer notre ignorance. Ça pose un petit peu le bonhomme. Daniel Kahneman, il raconte beaucoup d'histoires dans ses conférences. Il raconte qu'il est né en 1934, d'origine juive, il grandit à Paris dans les années 40. Et donc, il raconte qu'à l'âge de 8 ans, il rentre chez lui, après le couvre-feu. Il se fait arrêter par un soldat SS qui lui parle en allemand, qui voit son étoile jaune qu'il essaye de dissimuler. Et cette personne, elle s'approche de lui, elle sort une photo d'un petit garçon de son portefeuille, il lui fait un câlin et il le laisse repartir. Et à partir de ce moment-là, il dit qu'il s'est forgé une conviction profonde que les gens sont infiniment plus complexes et intéressants qu'on ne le pense. C'est impossible à vérifier si cette histoire est vraie ou pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'il raconte. Et c'est ce qui a forgé finalement la suite de son parcours. Il est devenu psychologue et économiste, spécialisé dans la finance comportementale. Il a eu un prix Nobel d'économie pour ça. Et dans les années 90, il s'intéresse à une notion qui est la psychologie hédoniste. L'étude de ce qui rend l'expérience de la vie plaisante ou déplaisante, à voir avec des sentiments, la joie, le plaisir, blabla, la satisfaction, l'insatisfaction, voilà, corrélée à toute une gamme de circonstances biologiques ou sociétales qui provoquent souffrance ou plaisir. J'ai épuisé tout mon quota de mots compliqués. Le reste de la conférence va être beaucoup plus simple. Donc, il se dit ça,
Et il va faire des expériences. C'est un chercheur. OK, on commence par quoi? Qu'est-ce qui provoque du plaisir ou du déplaisir? Au choix, il a commencé par la souffrance. Et donc, il s'est associé avec un médecin canadien et il va observer 154 coloscopies. Alors, je vous pose le contexte, on est dans les années 90, donc la coloscopie, une intervention sous anesthésie légère. On est dans les années 90, la taille des instruments médicaux se sont rétrécis depuis. Et donc, il va observer des coloscopies. Okay, tout le monde a bien le contexte en tête, là? Ça va? Je ne vous fais pas un dessin? OK. Il y a quelqu'un qui n'est pas sûr. Bon, alors, je vous fais un dessin quand même. OK. Et du coup, il va donner un petit boîtier au patient qui est en train de subir cette intervention, somme toute, quelque peu déplaisante. Et tout le monde prend des photos. Mais vous êtes vraiment des sadiques. Et il va leur donner un petit boîtier pour qu'ils puissent exprimer toutes les 10 secondes leur seuil de douleur. OK, donc on est là, on est patient, on a un truc qui est moyen plaisant quand même, et toutes les 10 secondes, il y a quelqu'un qui arrive et dit « Alors, ça fait mal ? Et maintenant, ça fait plus mal, moins mal ?» OK. Formidable expérience. Je suis sûr que vous avez hâte de savoir le résultat. OK. Regardons. Alors, prenons 2 exemples, 2 illustrations. On a le patient A. Et on voit que le patient A, son intervention a duré environ 8 minutes. Il a eu un pic de douleur à 7 sur 10 et un second pic de douleur à 8 sur 10. Et on a le patient B, l'intervention a duré 25 minutes, avec différents pics de douleur à 4, à 6, à 7, à 8. Ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Après cette intervention, ils vont demander le lendemain, puis 1 mois après l'intervention, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous la quantité totale d'inconfort que vous avez ressenti lors de l'examen? La précision dans la question, j'adore. La quantité totale d'inconfort, joliment formulé. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? En fait, ils ont fait donc des coefficients de corrélation, pour ceux qui ne sont pas familiers. Plus on est proche de 1, plus on trouve qu'il y a un lien entre la réponse finale et ce que les gens ont ressenti pendant l'inconfort. Donc évidemment, ils se disent, l'intensité maximale, c'est le principal coefficient de corrélation. Donc plus les gens ont eu des seuils de douleur élevés, moins ils en gardent une bonne expérience. OK? Et ils se sont rendus compte que l'intensité finale apportait aussi une grande corrélation. Donc c'est-à-dire l'intensité à la fin de l'intervention, et là il y en a qui commencent à dire « Ah !» va influer sur le souvenir que nous gardons de l'intervention. Et étonnamment, ils se rendent compte que la durée de l'examen influe très peu sur le souvenir que nous gardons de l'expérience, ou que les patients ont gardé. Et donc ça, en fait, ce que ça veut dire dans l'illustration là, c'est que finalement, on voit de manière très mathématique que normalement, c'est le patient B qui a le plus souffert. Et pour autant, le patient B garde un meilleur souvenir que le patient A. Parce que le seuil de douleur à la fin de l'intervention était plus élevé pour le patient A, alors que son intervention a duré beaucoup moins longtemps et qu'il a mathématiquement moins souffert. Et ça pose des questions. C'est-à-dire quand on est médecin et qu'on fait ce type d'examen qui est souvent du dépistage et on va avoir envie que le patient revienne tous les ans pour s'assurer, est-ce que finalement on n'aurait pas mieux fait de faire durer artificiellement l'examen en diminuant le seuil de douleur légèrement pour lui donner envie de revenir? OK. Et donc, suite à ces expériences, alors ils ont fait d'autres expériences. J'ai choisi de vous présenter celle-ci pour des raisons qui sont évidentes. Et donc, ils en sont convenus à ce qu'ils ont appelé la loi de l'apogée fin, ou the peak and rule en anglais. Et c'est un de nos biais cognitifs, finalement, qui dit que le souvenir
qu'on garde d'une expérience dépend principalement du niveau de plaisir ou de déplaisir maximal et final, peu importe la durée. Et ça marche avec plein de choses. Le souvenir qu'on va garder de vacances va dépendre de peut-être des 2 derniers jours, indépendamment si on est parti 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Si on a eu 2 jours de pluie au début et une super activité à la fin, la plongée, l'hélicoptère, etc., la balade en bateau, on va garder un meilleur souvenir que si on a fait la balade en bateau au début et qu'on a eu 2 jours de pluie à la fin. Alors on a plein d'exemples dans notre vie quotidienne. On gardera un meilleur souvenir d'un repas si le dessert était fabuleux, alors par rapport à un repas où l'entrée était merveilleuse, le plat bien et le dessert bof. Ça va laisser ce goût d'inachevé qui va influer négativement notre souvenir. Voilà, on a d'autres exemples. Dans les concerts, souvent les groupes vont préférer la chanson préférée des fans à la fin, etc., etc. Il y a aussi un exemple, comme quoi on est manipulé, à Disneyland. Qu'est-ce qui est déplaisant quand on va à Disneyland? Les files d'attente. Merci. Et en fait, ça, ils l'ont très bien compris. Et qu'est-ce qui nous provoque du plaisir dans une file d'attente? Avancer. Et en fait, alors ça, c'est les plans de Space Mountain. Je ne vous dirai pas comment je les ai obtenus. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le début de la file d'attente, les couloirs sont très larges, 4 à 6 mètres, donc on est 6 à 8 de front, et au fur et à mesure de la file d'attente, ils rétrécissent les couloirs, et si dans une file d'attente, si on rétrécit le couloir, on va avancer plus vite. Et donc, peu importe qu'on ait attendu 30 minutes, 45 minutes et 1 heure, le souvenir qu'on gardera de la file d'attente va être influé positivement parce qu'on a avancé plus vite à la fin. Oh, prochaine fois que je vais à Disney, je vais y penser. Ok. Vous allez me dire, eh bien vous, mais quel rapport finalement avec nos métiers, avec notre quotidien? En fait, quand j'ai découvert ça, au départ, je me suis dit, oh tiens, c'est rigolo et tout, ça parle de coloscopie. Chacun ses passions dans la vie. Mais, ok, finalement, quelle application on peut en faire dans nos métiers? Moi, j'en ai vu 3 que je vais vous présenter pendant cette conférence. Alors, est-ce qu'on a des Scrum Masters dans la salle? Ok, est-ce qu'on a aussi des managers ou des gens qui font de la RH, ou des chefs de projet? Oh non, pas les chefs de projet. Restez. Ok, donc vous avez compris, est-ce qu'on a des gens qui encadrent finalement des collaborateurs dans une équipe ou dans une entreprise? Alors, quelques chiffres. Donc, vous voyez où je veux en venir. Comment on va influer positivement le souvenir d'un collaborateur dans l'expérience qu'il aura eue dans notre équipe ou dans notre entreprise? Quelques chiffres, on a 70% des entreprises qui n'ont pas du tout pensé un process de départ. On est très très fort pour préparer l'onboarding. Beaucoup moins pour préparer l'offboarding. Oui, parce qu'on veut que le collaborateur soit très très, très efficace tout de suite. Après, une fois qu'il s'en va... donc, ok, 70% des entreprises n'ont pas pensé. Pourtant, 85% des collaborateurs sont prêts à parler en bien de leur entreprise autour d'eux si leur départ se passe bien. Je vous ai mis les sources des sondages, je ne les ai pas menés moi-même. Et on a un collaborateur sur 2 qui estime que son entreprise est déstabilisée après un départ. Le contexte de la tech, je vous rappelle, en plus beaucoup de turnover, on a cette notion de salarié boomerang, des gens qui partent et qui reviennent souvent. Et en plus, on veut valoriser notre marque employeur, c'est-à-dire que les gens qui ont passé dans notre équipe ou dans notre entreprise sont souvent ceux qui vont en parler à l'extérieur, en bien ou en mal, on espère plutôt en bien. Donc, impacter positivement le souvenir qu'ils ont eu du passage dans notre équipe, que ça ait duré 3 mois ou 2 ans, ça peut être important. Mais donc, si 70% n'y ont pas pensé, 30% y ont pensé. Voyons le positif. À quoi ils ont pensé dans leur process de départ? Voyons un peu ce qu'ils ont appelé le process. 1. Transférer ses accès aux documents sur les réseau de l'entreprise. C'est un vrai process d'offboarding que j'ai trouvé. Oui, donc c'est important quand on part, qu'on n'ait pas perdu des documents qu'on avait créés, donc on peut transférer le droit de propriété pour pouvoir les conserver. Surtout, c'est important, vider et rendre son ordinateur, on rend son badge, et à la fin, on peut supprimer les accès de la personne. Quelle fin d'expérience positive, quelle émotion.
Alors, comment il se sent, le collaborateur, quand il a vécu ce process? Souvent, dans ces entreprises-là, on voit affiché sur les murs l'humain au centre. On comprend pourquoi. Et du coup, m'encouragez pas, ça va être encore pire après. Parce que de l'autre côté, on voit la tête du DRH quand même. Alors, je ne vais pas vous laisser sur ce constat magnifique et cette photo absolument tragique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour impacter positivement le souvenir d'un collaborateur dans une équipe? Premièrement, peut-être un peu de reconnaissance. Ne serait-ce qu'un point individuel où on va valoriser l'apprentissage. Tiens, avec quelles compétences c'est arrivé, avec lesquelles tu ressors, quel a été ton chemin? Ça peut dire, hey, avec nous, tu as appris des choses, tu as grandi, et en plus, tu nous as fait grandir, merci. Ça fait aussi un feedback, un vrai feedback. Et peut-être lui donner des conseils. Le conseil d'amis pour ta future mission, et tu seras encore meilleur si tu fais ça, peut-être, dans ta prochaine mission. Un peu de convivialité. Le premier réflexe, quand on a un membre de son équipe qui dit, que ce soit volontaire ou pas, qui s'en va, c'est quoi? Pot de départ! Qui organise le pot de départ pour son collègue et lui finance? C'est une idée. On peut aussi, du coup, en faire un vrai moment collectif et potentiellement, peut-être pas à sa charge, pourquoi pas. Ça peut être une entreprise qui organise l'événement pour lui. Et dernière chose, garder le lien. Il y a des entreprises qui disent, finalement, souvent c'est celles qui disent on est comme une famille, alors à voir. Mais j'ai vu un espace de coworking qui dit tu as travaillé chez nous pendant toute ta vie, tu as moins 15%, si tu reviens faire du coworking chez nous, tu as une réduction de 15%. C'est intéressant. Ou alors, il y a des réseaux anciens, des choses comme ça qui peuvent se monter, qui permettent de garder le lien avec un collaborateur et du coup, continuer aussi à impacter positivement le souvenir de son expérience dans votre équipe ou dans votre entreprise. Donc là, on parlait process offboarding. Maintenant, on va parler, et c'est peut-être un peu moins évident, produit. Alors, est-ce qu'on a des POU dans la salle? Elle est bizarre cette question. Est-ce qu'on a des PO ou des UX dans la salle? Est-ce qu'on a des product managers? Je ne vais pas en revenir, c'est pareil. Ou des produits quelque chose. Il y a trop de noms à l'américaine dans le produit, et moi je m'y perds. OK. Ah, pas très nombreux. Donc vous m'aurez compris comment on peut impacter positivement la fin d'une expérience d'un utilisateur dans l'usage d'un produit. Alors la clé pour ça, j'ai fait un peu musique, moi c'est ma clé, on a deux leviers, c'est travailler la temporalité de l'UX, l'expérience de l'utilisateur, et aussi réussir à créer des leviers d'impact. Alors, par rapport à la temporalité de l'UX, il y a Karine Lallemand qui propose pas mal de choses comme ça. C'est un petit peu, moi je considère, une référence dans le monde de l'UX en France. On peut travailler sur la temporalité de l'UX. Il y a un monsieur qui s'appelle Karapanos, qui a créé un modèle qui porte son nom. Il est grec, comme son nom l'indique. Et qui dit, OK, en fait, quand on va utiliser un produit, on va passer par différentes phases. On va avoir la phase de familiarisation. C'est le début. On va découvrir l'application, expérience initiale. Et donc, on va avoir des sentiments d'excitation, de frustration. Je ne comprends pas. Ah, tiens, là, j'ai réussi à faire ça. C'est super. OK, on va découvrir des nouvelles fonctionnalités. Ah, tiens, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, etc. Et donc là, en fait, on peut déjà dire, on termine une expérience et on peut créer de l'impact en amenant des choses de réassurance ou en donnant un sentiment de contrôle à notre utilisateur. Et tu as découvert 85% des fonctionnalités. Bravo. Ensuite, on va avoir la phase d'incorporation. Le produit commence à prendre du sens dans le quotidien, on commence à l'utiliser de plus en plus. Ça devient une habitude.
Et là, on peut avoir des éléments de fidélisation. Plus tu l'utilises et plus je te récompense. Ça me fait plaisir. Et enfin, on a la phase d'identification. Maintenant, le produit il est accepté et du coup, je peux même avoir une possibilité de le partager ou même d'y contribuer. L'utilisateur au centre. Donc, encore faut-il savoir où je me place et travailler la temporalité de l'UX. À tel moment, dans l'utilisation de mon produit, je vais réussir à créer des leviers d'impact. Mais encore faut-il se poser la question de la temporalité de l'UX. Donc là, on est sur une utilisation d'un produit assez longue. On peut avoir d'autres exemples sur, je me connais, j'ai une expérience unique, une expérience d'achat sur un site e-commerce ou des choses comme ça. Là, on va travailler une autre façon, par exemple, avec des outils comme la User Journey Map. Chez mon client, j'ai travaillé, donc c'est une enseigne de bricolage française, avec un triangle vert, je ne vous dirai pas laquelle. Et donc, c'est des gens notamment qui vendent des cuisines. Et en fait, on a analysé c'est quoi le parcours d'achat d'une cuisine. Ils ont mis 3 étapes. La phase d'inspiration. Comment je vais trouver des idées pour faire ma cuisine. Et OK, phase 1, inspiration. Terminons positivement la phase pour ancrer un souvenir positif et réussir, peut-être dans une semaine, dans 15 jours, que notre client y passe à la phase d'après. Ça peut être, il y a pas mal de choses, parce qu'une phase d'inspiration peut être longue. Deuxième phase, c'est la phase de conception. Maintenant que j'ai des idées assez précises, je vais matérialiser concrètement comment ma cuisine elle peut se mettre dans ma maison. Et du coup, ils vont aller chercher, OK, à la fin de la phase de conception, il faut réussir à faire de la projection, comme ça va impacter un bon souvenir. Et après la phase d'achat et de montage, assisté ou non, de ma cuisine, et comment, à la fin de mon étape, je vais proposer peut-être à mon utilisateur de partager, de prendre une photo, de donner un avis, etc. Essayez toujours de valoriser, du coup, à ce moment-là, féliciter notre client parce qu'il a monté sa cuisine et essayer de valoriser ça. Donc, travailler comme ça la temporalité de l'UX en essayant de créer des conclusions positives à la fin de chaque étape de mon expérience. Un exemple de User Journey Map qui date des débuts des années 2000, c'est Ikea qui avait simulé c'est quoi le passage d'un client chez Ikea. Donc voilà, oh tiens, il est joli, j'arrive sur le parking, bon, sentiment neutre, oh, il y a de la jolie décoration, etc. Tiens, j'ai l'impression de tourner en rond. Voilà, c'est pas très, très agréable. Oh, les produits sont de qualité, ils sont pas chers, je peux les essayer, je suis au top de mon niveau. Hein, quoi? Je dois me servir moi-même. Et ils se sont rendus compte que OK, il y a une cantine, on remonte un peu, mais à la fin, je prends mon carton, c'est lourd, je mets dans mon caddie, on termine sur une expérience pas folle. Et peut-être vous vous demandez, mais pourquoi on peut acheter des boulettes suédoises ou des hot dogs à la sortie d'une caisse Ikea? Vous n'avez jamais posé cette question-là? Maintenant, vous avez la réponse. Il n'y a aucun lien entre acheter des boulettes suédoises et acheter un meuble, on est d'accord. Pour autant, ils le font et ça marche. J'ai bien aimé, c'est le site BAMTech qui travaillait sur comment améliorer le souvenir de l'expérience et qui a fait une proposition. Ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, quand on va par exemple sur un site comme Le Monde et qu'on essaye de lire un article. Et donc, on commence à lire l'article, et après l'introduction, on a ça, bam, c'est réservé aux abonnés, il vous reste 79% à découvrir, il faut payer. C'est leur modèle économique. On ne remet pas ça en question. Et donc, ils se sont dit, c'est quoi le souvenir d'une expérience qu'on garde? OK, ah tiens, cet article, il me plaît, oh, il n'y a pas de pub, c'est super, il y a un beau sommaire, l'intro, elle est top, pouf, ah, je dois m'abonner, je dois payer. Déception, fin. C'est pas terrible, ça. Alors, si on tient en compte, donc on voit que finalement la note moyenne de satisfaction elle est 3,4, mais selon la loi de l'apogée fin, qui se dit le souvenir qu'on garde dépend exclusivement de l'intensité finale et maximale, et la moyenne c'est 2,5, on passe de 5 à 0. Alors comment on peut faire? Ils ont fait une proposition sans remettre en cause le modèle économique, c'est se dire plutôt que
avoir ça après 20% de lecture. Dès l'ouverture de l'article, ils disent « on soutient les auteurs pour qu'ils puissent vivre de leur plume », c'est joliment dit, et je peux cliquer « je veux découvrir 20% de l'article gratuitement ». Comme ça, je termine mon expérience par une lecture et quelque chose de plus positif, et la déception arrive avant. Si déception il doit y avoir, c'est pas grave, mais faites en sorte que ça ne soit pas la note finale de l'expérience de votre utilisateur. Il y a le site Asana, qui est un site de gestion de projet, je ne sais pas si d'entre vous connaissent. Pour un 1er avril, donc je ne vais pas dire comme Jira, parce que le concept est un peu différent, mais on a des tâches et on peut dire, voilà, j'ai fini ma tâche. Et un 1er avril, ils se sont dit, on va faire une blague. Quand on clique sur « j'ai fini ma tâche », bam, une licorne. Trop bien. On aime bien les licornes, c'est beau, etc. Quand ils ont enlevé cette fonctionnalité, le nombre d'utilisateurs qui s'est plaint et qui voulait la remettre a été incroyable.